oui, vous avez vu, c'est quand même pas de la rigolade, hein, les séances sur l'auriculothérapie et le nerf vague. Moi, je suis assez impressionné par le nombre de gens qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui donc passionne. Donc c'est bien. Et puis, bon, donc ce travail que je vais vous présenter, bon, vous verrez que ça sera, je vais peut-être permettre aux organisateurs de gagner un peu de temps, donc c'est bien. Mais je serai moins long que les exposés précédents. Donc c'est une étude pilote qu'on a menée, donc vous voyez, à Lyon et puis à Grenoble avec Bruno, avec Sonia Pellissier également qui avait participé à l'élaboration en tout cas de l'étude. Voilà. Donc juste les liens d'intérêt, c'est juste parce qu'il faut les signaler. Bon, pour vous dire que ce projet, quand même, il a été financé grâce à une bourse donc, de la Société nationale française de gastro-entérologie, et puis également de la Fondation Apicil. Et puis ensuite, au cours de l'étude, c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés, je dirais, en termes de matériel, etc. Et on est arrivé finalement à finir l'étude grâce à l'aide de la société Choix Médicaux, dont Bruno a également parlé tout à l'heure, donc il y a une société basée en tout cas en France, dans l'Est. Voilà. Alors, pardon. Donc voilà, on va parler du syndrome de l'intestin irritable, qui est je pense que vous connaissez tous. Enfin bon, c'est une pathologie, on va dire, fonctionnelle du tube digestif. Qui, donc selon les définitions, mais atteint, on estime, à peu près 5% de la population française, donc quand même extrêmement fréquent, avec une prédominance féminine, à peu près 60%. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des hommes qui peuvent être atteints aussi. Donc c'est un syndrome qui est défini clairement selon une classification qui s'appelle la classification de Rome, qui concerne tous les troubles fonctionnels digestifs. On en est à la 4e itération de cette classification de Rome, donc les critères de Rome 4, et qui définit donc précisément donc, des patients qui souffrent de douleurs, hein, donc c'est le critère principal, de douleurs abdominales chroniques, donc depuis plus de 6 mois en général, et avec des éléments importants à signaler. Ces douleurs doivent être en relation avec la défécation, donc soit calmées, soit au contraire aggravées par la défécation. Et en général, elles sont associées à une modification soit de la fréquence des selles, soit une modification de l'apparence des selles. Donc vous savez que là on utilise, il y a des échelles comme notamment l'échelle de Bristol hein, qui est utilisée pour identifier les selles liquides des selles dures. Voilà. Alors la physiopathologie de l'intestin irritable, c'est une physiopathologie qui est multifactorielle. Bon, on peut dire aussi qu'on ne sait pas très bien en fait du coup, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir. Il y a indiscutablement des liens avec l'alimentation, avec l'environnement, avec le côté psychologique, hein, et on a parlé d'hypervigilance tout à l'heure, et clairement, c'est des patients qui ont un profil psychologique quand même particulier. Il y a des influences de la motricité digestive, de la sensibilité digestive, bien sûr un rôle bien avéré de la flore intestinale, hein, du microbiote, et puis du système nerveux entérique, hein, le deuxième cerveau qui a été un peu popularisé au cours de ces dernières années, avec bien sûr les interactions extrêmement importantes qui existent entre ce système nerveux entérique et le cerveau, le système nerveux central. Donc voilà. Donc là, bon, ça, je vais passer rapidement, hein, Bruno vous l'a montré précédemment, qu'on peut imaginer effectivement un rôle du système nerveux, enfin du nerf vague dans le développement ou l'entretien du syndrome de l'intestin irritable, notamment parce que effectivement c'est un nerf donc, qui assure le transfert de l'information de la périphérie, donc du tube digestif, de l'épithélium, du microbiote vers le système nerveux central, et également, donc ça fonctionne dans les deux sens, hein, des efférences qui véhiculent des informations centrales et qui peuvent moduler soit la perméabilité intestinale, soit l'inflammation locale, soit éventuellement, in fine, le microbiote. Donc voilà, donc des interactions extrêmement importantes qui fait que finalement il y a une certaine logique, je dirais, à essayer de moduler l'activité de ce nerf vague pour essayer d'améliorer le syndrome de l'intestin irritable.
Il y a d'ailleurs, et Bruno vous l'a dit, un certain nombre d'études, alors bon, qui restent des petites études, mais malgré tout, qui ont clairement identifié l'existence d'un déséquilibre finalement de la balance sympatho-vagale dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Avec soit une... Donc, bon, quand on parle de balance, bon, ça peut être déséquilibré dans les deux sens, c'est-à-dire soit une hyperactivité du système nerveux sympathique, donc ça c'est en particulier vrai chez les patients qui ont un stress, qui sont anxieux, etc., ou bien un tonus vagal diminué. Et d'autres études ont montré que ce déséquilibre de la balance sympatho-vagale pouvait, de façon assez claire, perturber les perceptions douloureuses, augmenter finalement la sensibilité viscérale, donc entraîner une hypersensibilité viscérale, qui fait que finalement pour un stimulus habituellement normal, qui n'est pas perçu comme douloureux pour un sujet normal, par exemple une distension gazeuse de l'intestin, je prends un exemple, eh bien ces patients vont percevoir cette stimulation qui habituellement n'est pas douloureuse comme une douleur. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de travaux là-dessus. Donc la stimulation vagale, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, Bruno vous a montré ça de façon parfaite et très détaillée. Donc on a évidemment l'idéal, c'est la stimulation directe chirurgicale qui permet de faire pratiquement une stimulation en permanence, quoi, je dirais. Ou bien bon, voilà, la possibilité de faire une innervation transcutanée, donc au niveau auriculaire, qui peut être fait par voie électrique ou par acupuncture. Donc finalement, cette stimulation non invasive, si on veut, a été développée initialement, et donc Bruno vous a montré les différents systèmes utilisables pour le traitement de la dépression, pour le traitement de l'épilepsie résistante aux traitements médicamenteux, et il y a des études qui ont montré donc effectivement que cette stimulation vagale invasive ou non invasive permettait de diminuer certaines douleurs chroniques somatiques, mais également des douleurs viscérales, et qu'elle pouvait avoir des effets bénéfiques sur la motricité gastro-duodénale qu'elle pouvait stimuler. Donc, sur la base de ces éléments-là, donc d'un point de vue physiopathologique, on peut imaginer que le syndrome de l'intestin irritable, donc il y a ce déséquilibre de la balance sympatho-vagale avec une hypotonie vagale, que la stimulation vagale non invasive existe et qu'elle peut avoir des effets bénéfiques sur les douleurs, sur la motricité gastro-duodénale. On s'était dit, tiens, pourquoi pas essayer finalement d'utiliser cette technique, donc la stimulation non invasive, parce que bon, c'est vrai que la pathologie, le syndrome de l'intestin irritable, c'est une pathologie fonctionnelle qui ne met pas la vie des patients en danger, et donc ça paraissait plus logique d'utiliser une technique non invasive qu'une technique chirurgicale, qui même si elle est parfaitement sûre et avec peu d'effets secondaires, peut avoir quand même malgré tout des effets secondaires. On verra d'ailleurs que la stimulation vagale, même non invasive, peut avoir des effets secondaire si on l'utilise un peu de façon excessive. Bon, voilà, je vais passer rapidement, ça vous le savez finalement, pour ceux qui font de l'auriculothérapie mieux que moi, mais effectivement, on cite toujours ce papier de Pucker, là, qui date de 2002, qui avait étudié donc, de façon assez précise la distribution donc, de la branche auriculaire du nerf vague, et donc qui montrait, c'était essentiellement donc, la conque ou la concha du pavillon auriculaire, et également quand même le conduit auditif. Donc ça, on l'a bien vu ce matin avec la présentation de Timothée et de Bruno. Donc je passe là-dessus. Donc effectivement, l'idée, c'est de stimuler à cet endroit-là. Alors, donc dans notre étude, qui était une étude pilote, on avait prévu d'inclure une dizaine de patients exploitables, donc du coup on en a inclus plus, mais enfin bon. Donc on avait choisi d'essayer de prendre que des femmes. J'ai dit que c'était plus fréquent chez la femme, pour avoir une espèce d'homogénéité, mais ce n'était pas pour des raisons sexistes ni pour exclure les hommes de ce type d'études. Enfin donc, moins de 70 ans. Alors on utilisait les critères de Rome 3 au début, parce que quand j'ai écrit le protocole, c'était encore les critères de Rome 3, qui étaient, c'est pas très différent des autres. Il fallait que leur traitement qu'ils prenaient soit stable, qu'on ne change pas de façon... Alors le score de Francis, qui est un score de sévérité du syndrome de l'intestin irritable, devait être supérieur à 150. Je vous montrerai à quoi ça correspond. C'est-à-dire c'était pour prendre des gens qui avaient vraiment quand même un syndrome modéré à sévère et pas une forme minime.
Et voilà, bon, on a exclu les gens qui avaient des antécédents chirurgicaux abdominaux en dehors de l'appendicectomie ou de la cholécystectomie. Donc voilà le plan de cette étude. Donc on sélectionnait les patients, donc avec les critères de Rome 3. On les soumettait à une série de questionnaires que je vais détailler un tout petit peu. Et puis on avait des paramètres biologiques, donc notamment la calprotectine fécale, hein, dont on vous a parlé, qui est un marqueur d'inflammation digestive. Les cytokines, ça, je n'ai pas les résultats encore à vous présenter. Et puis une capsule, je vous parlerai de la capsule Smart Pill, qui permet de mesurer les temps de transit digestif. Donc on stimulait le vague. Alors c'était Bruno vous a dit que c'était une thérapie qui agissait lentement, et donc on avait choisi de stimuler assez longtemps. Effectivement, c'était sur 6 mois. Hein. Donc on démarrait la stimulation vagale, les gens se stimulaient donc chez eux pendant 6 mois. On faisait une évaluation à 3 mois et à 6 mois. Alors voilà, l'échelle, bon, UCLA, c'est l'Université de Californie à Los Angeles. Bon, ça fait très savant. Bon, en fait, c'est juste une échelle, on peut dire, visuelle analogique de 0 à 20. Avec 0, bah, c'est aucun symptôme, et 20, c'est les pires symptômes que vous puissiez imaginer. Et donc ça, c'est utilisé pour les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Voilà le score de Francis, donc c'est un score qui va de 0, donc il n'y a aucun symptôme, à 500, c'est les formes très très sévères. Donc vous voyez, il y a quelques questions qui portent essentiellement sur les douleurs, donc l'intensité des douleurs sur une échelle visuelle analogique, la fréquence des douleurs, sur les problèmes de ballonnement, hein, distension abdominale, et puis sur un peu de qualité de vie également. Donc ça c'est quoi celui-là, la fréquence, oui, des selles, et puis la satisfaction globale par rapport à l'état digestif. Et vous voyez, donc on considère que si le score est en dessous de 75, on est en rémission, on n'a pas de symptômes ou pas de symptômes significatifs. La forme légère, ça va jusqu'à 175, les formes modérées jusqu'à 300, et puis au-delà, on est dans les formes sévères. Donc là, on avait pris 150, quoi, au-dessus de 150 pour inclure les patients. Bon voilà, donc ça c'était juste pour vous dire les problèmes qu'on a eus. On avait travaillé initialement avec une start-up stéphanoise qui avait mis au point cette électrode avec des espèces de coussinets un peu, etc., qui était censé stimuler ici dans la conque de l'oreille. Bon, ils étaient contents, mais quand on utilise ce système de façon un peu prolongée, vous voyez que ça brûle l'oreille. Et donc, du coup, on avait arrêté quand même. Et du coup, on s'est retrouvé un peu embêté à avoir inclus des patients, mais qui posaient des problèmes parce qu'ils ne stimulaient pas ou parce qu'ils avaient des difficultés avec le système, soit qui ne tenait pas bien dans l'oreille, soit qui provoquaient des brûlures. Donc, du coup, bon, l'étude a pris un peu de retard à cause de ça. Et finalement, voilà, on a pu avancer et repartir avec le matériel donc, qui avait été développé donc, par la société Choix Médicaux. Donc ici, vous voyez, on utilise, bon, ça c'est l'Urostim, et ils ont le Tenseco, c'est la même chose en fait. C'est donc un stimulateur portable qu'on utilise en fait en digestif pour traiter notamment pour faire du TENS au niveau du nerf tibial postérieur dans le cadre de l'incontinence anale. Et puis une électrode bon, qui était vous voyez, un peu simple, puisqu'on le mettait dans le conduit auditif, comme un bouchon auriculaire. Donc ça peut-être stimule pas à l'endroit optimal, mais enfin bon, c'était ce qu'on avait. Et puis des électrodes qui étaient un peu fragiles et qu'il fallait, bon, au bout de quelques jours d'utilisation, il fallait parfois les changer, et les fils se cassaient. Bon, on avait choisi comme paramètre donc des stimulations plus élevées que ce qu'a présenté Bruno pour avoir un effet peut-être antidouleur, quoi, finalement. Une intensité infrasensitive, et puis dans l'idée c'était de stimuler assez longtemps, donc 1h30, 1 à 2 fois par jour, bon, quand les gens étaient au calme avant de se coucher par exemple, 5 jours par semaine au minimum et pendant 6 mois. Donc c'était assez contraignant quand même, et effectivement il fallait que les gens soient motivés pour participer à cette étude. Bon voilà, donc ça c'est les améliorations de l'électrode hein, qui effectivement est beaucoup plus solide et je dirais mieux positionné vraiment pour stimuler au niveau de la conque de l'oreille. Bon, il y a probablement encore des améliorations à apporter à ce type d'électrode. En termes de... C'est vrai que le problème de ces électrodes, c'est que ça ne s'adapte pas à toutes les oreilles, quoi, hein. Clairement, il y a des variations anatomiques importantes hein, au niveau de l'oreille, vous le savez, pour ceux qui font de l'auriculothérapie. Et donc voilà, donc, il faudrait des choses adaptables, mais bon, ça viendra peut-être. Bon voilà, donc on a inclus 12 patientes, il y en a eu 3 qui se sont arrêtées, ça je ne compte pas en fait dans les 12, celles qui ont du tout début, qui avaient utilisé le matériel défectueux.
Malgré tout, bon, on a eu 3 patientes qui ont arrêté dans ces 12, soit parce qu'elles trouvaient que c'était trop lourd, ou bien le matériel ne convenait pas, ça ne leur plaisait pas. Bref, donc on a des résultats sur 9 patientes. Vous voyez que c'est des patientes, bon, en âge moyen de 48 ans, un IMC globalement plutôt normal, quoi. Et voilà donc les résultats finalement qu'on a obtenus. Alors ça, c'est sur l'évolution du score de Francis. Donc la sévérité. Donc vous voyez que donc avec les 3 points hein, finalement au départ à 3 mois et à 6 mois, bon, on voit qu'il y a globalement une tendance à la diminution du score d'intensité. En gros, on perd en moyenne entre le mois, entre le baseline et puis il y a 3 mois, on perd 100 points, ce qui est quand même significatif. Si on considère une diminution de 30% du score à 3 mois, on avait 5 patientes sur 9 qui étaient dans ce cadre-là et 4 sur 9 à 6 mois. Vous voyez qu'on a l'impression qu'à 6 mois, il y avait une petite remontée, même si ce n'était pas significatif. Enfin, bon, donc peut-être effectivement une certaine forme de lassitude avec la thérapie, ça reste à déterminer. Bon, si on regarde le score finalement de l'échelle de l'UCLA, on n'avait pas de différence, je dirais, sur le plan statistique, mais là aussi, vous voyez qu'on a l'impression que ça diminue à 3 mois, et puis peut-être que ça remonte un peu à 6 mois, bon, avec des patients qui ne bougent pas, hein, finalement, et puis certains qui sont très nettement améliorés et qui restent améliorés avec le temps. Question très subjective, est-ce que vous êtes satisfait avec le traitement? Vous voyez qu'à 3 mois, il y en avait 6 sur 9, et à 6 mois, 5 sur 9. Donc clairement, pas tout le monde, mais bon, ça se saurait hein, si c'était le traitement qui va pour tout le monde. Bon, voilà. Alors on avait fait, avec notamment Sonia Pellissier, on avait essayé d'utiliser les questionnaires psychologiques pour essayer de mieux comprendre les choses. Bon, malheureusement, les questionnaires psychologiques, il y a beaucoup d'items à remplir, et on n'avait peut-être pas les ressources humaines pour s'assurer que ces questionnaires étaient bien remplis toujours. Et quand vous avez 1 ou 2 questions manquantes sur 20 ou 30 questions, bah, ça vous plombe votre affaire. Donc on a eu du mal à exploiter correctement ces questionnaires. Enfin, Sonia s'y était penchée avec beaucoup d'attention, et avait noté globalement que c'était une population qui n'était pas forcément très représentative du syndrome de l'intestin irritable en général, un profil psychologique émotionnel plutôt équilibré, des stratégies de coping équilibrées également, et un niveau plutôt faible de stress perçu, d'anxiété, de dépression et de sensibilité à la douleur. Alors qu'en général, on dit que le syndrome de l'intestin irritable sont plutôt dans des valeurs hautes à ce niveau-là. Et donc avec la stimulation, on n'avait pas noté, bon, en tout cas de différences statistiques, mais bon, sur 9 patients, c'est peut-être pas très étonnant, et on notait quand même une tendance à l'augmentation de l'humeur positive, ce qui n'est pas, bon, finalement, ce qui n'est pas rien, quoi. Voilà. Donc, d'un point de vue physiologique, je dirais, on avait essayé de regarder si ça modifiait donc la motricité digestive, les temps de transit, avec cette capsule SmartPill, qui est une capsule sans fil qui permet donc d'enregistrer, on fait avaler au patient, et puis ça mesure dans le tube digestif le pH, la température, la pression. Ça mesure sur plusieurs jours, en fait, hein, sur 5 jours. Puis après, donc vous voyez, les patients se baladent avec un boîtier comme ça qui enregistre les données. Et puis ensuite, on transfère les données sur un logiciel. Et bon, voilà, je ne vais pas détailler ça de façon trop importante. Mais en fait, on arrive, en regardant les variations de température, de pH et de pression, à déterminer la période pendant laquelle la capsule est dans l'estomac. Bon, bah, vous voyez, pH acide, évidemment, la capsule est clairement dans l'estomac. À un moment donné, hop, le pH monte et reste élevé en permanence. Donc là, on sait qu'elle est passée dans le duodénum, dans l'intestin grêle. Le passage dans l'intestin grêle au côlon, c'est un peu plus subtil, mais on se base aussi sur le pH. Dans le sécom, en fait, avec la fermentation bactérienne, etc., le pH diminue en général autour de 5. Donc voilà, donc on peut identifier effectivement la durée finalement de temps de transit dans l'intestin grêle, puis ensuite dans le côlon. Et dans le côlon, vous voyez que le pH augmente progressivement. Et puis bon, in fine, la capsule sort, la température chute. Et donc là, on sait que le patient a évacué la capsule. Bon, des fois, le patient, on peut l'identifier, mais pas toujours, en fait. Hein, c'est pas forcément visible. Voilà. Donc on peut mesurer comme ça les temps de transit de l'estomac, du grêle et du côlon. Donc bon, voilà les résultats qui sont un peu décevants si on dit en termes statistiques.
En fait, il n'y avait pas de différence significative en termes de temps de transit gastrique, du grêle ou du côlon, même si on a l'impression qu'il y a quand même une tendance un peu à la diminution. Et si on regarde spécifiquement le temps de transit colique, donc vous voyez, pour les patients pour lesquels on avait les données avant et après, il y a quand même une petite majorité de patients, on a l'impression que le temps de transit colique diminuait, donc ça pourrait être peut-être plus intéressant dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable avec constipation, puisqu'on peut avoir les deux formes, avec constipation ou avec diarrhée. Enfin bon, ça reste un peu d'interprétation quand même, mais pourquoi pas. En ce qui concerne l'inflammation, donc la calprotectine fécale, donc normalement les valeurs normales sont inférieures à 50. Donc vous voyez qu'ici la plupart des patients sont dans les valeurs normales au départ. Au-dessus de 200, on considère qu'il y a une maladie inflammatoire type maladie de Crohn ou rectocolite. Et puis entre les deux, bon, il y a une zone un peu grise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de variation. Bon, il y a quelques patients où ça variait de façon un peu importante, mais globalement, il n'y a pas de diminution, en tout cas, très significative, je dirais, de ce marqueur avec cette stimulation vagale telle qu'elle a été réalisée dans le cadre de l'étude. Et puis, donc voilà, et sur les cytokines, on avait fait des prélèvements, on n'a pas encore les données. Ça ne devrait pas tarder, je pense, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on ait non plus des choses très révolutionnaires à apporter là-dessus. En tout cas, bon voilà, donc ce que je peux, pour conclure sur cette étude pilote, vous dire que bon, finalement la majorité des patients étaient assez satisfaits et il y avait une diminution des scores de sévérité de symptômes avec cette stimulation. Bien sûr, c'est une étude ouverte, donc on ne peut pas exclure le rôle d'un effet placebo dans les résultats. Bon, ça montre la faisabilité, en tout cas, de ce type d'approche. Je pense qu'il y a des améliorations importantes à apporter au niveau du matériel, notamment au niveau de l'électrode pour stimuler de façon plus adaptée la conque de l'oreille. Donc il y a un impact, donc cette étude a montré effectivement qu'il y avait la possibilité d'un impact positif sur la sévérité des symptômes. Alors pour le futur, évidemment, bon, on aimerait bien pouvoir monter une étude contrôlée, mais contrôlée comment? C'est toujours compliqué. Quel placebo ou quel bras contrôle en tout cas, dans ces études qui ne comprennent pas de médicaments. Évidemment, des questions non résolues sur la durée. Est-ce qu'il faut stimuler pendant des années, comme le suggérait Bruno, ou est-ce que peut-être des cures intermittentes pourraient être utiles? Donc ça, c'est combien de jours? Et puis par jour également. Donc vous avez vu que la société Choix conseille des stimulations courtes, en fait, de 20 ou 30 minutes par jour. L'idée, c'est quand même le nerf vague, c'est quelque chose qu'il faut stimuler de façon prolongée pour vraiment avoir des effets. Donc peut-être que les durées courtes sont pas optimales. Et puis voilà, quel comparateur pour l'étude comparative, enfin je dirais contrôlée, si on voulait aller plus loin dans la démonstration de l'efficacité de cette approche. Voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Bon, il est difficile de faire une présentation après le docteur Sagui, qui est un petit peu un puits de science pour nous. On a eu l'occasion de le voir régulièrement lors de notre formation. Donc, pour terminer cette journée d'auriculothérapie centrée sur le nerf vague, nous allons vous faire part de notre modeste expérience en pratique clinique en gastroentérologie. En effet, Muriel Lotte, gastroentérologue, et moi-même anesthésiste, travaillons toutes les deux à la clinique de la Sauvegarde à Lyon et avions choisi comme sujet de mémoire l'intérêt de l'auriculothérapie dans le reflux gastro-œsophagien. En effet, c'est une pathologie fréquente et qui pose parfois des problèmes d'ordre thérapeutique. Avant de vous présenter notre étude, je vais passer la parole à Muriel, qui sera plus à même de vous parler du sujet. Merci Fabienne. Donc effectivement, on a choisi ce sujet puisque le pyrosis est un symptôme extrêmement fréquent comme consultation. C'est une pathologie qui est considérée comme bénigne et qui l'est le plus souvent, mais qui, de par sa chronicité, peut avoir un important retentissement sur la qualité de vie.
il a aussi un retentissement économique en termes de consommation médicamenteuse sur prescription ou maintenant en automédication. Malgré tout, ça peut aussi être un problème avec des complications potentielles graves comme l'endobrachiosophage et les sténoses peptiques de l'œsophage. Donc, la question qu'on s'était posée, c'était quel peut être l'apport de l'auriculothérapie chez des patients qu'on avait investigués par gastroscopie normale, chez lesquels un traitement le plus souvent à visée symptomatique était prescrit. Donc juste un rappel très rapide sur la symptomatologie du reflux avec ses brûlures rétrosternales ascendantes, le pyrosis, le syndrome positionnel, les régurgitations acides. Donc tous ces symptômes sont liés à la présence d'acide dans le bas œsophage qui est liée à une incompétence du système sphinctérien de la région cardiale. Dans ce système sphinctérien, le diaphragme joue un rôle important, ainsi que l'innervation parasympathique qui est véhiculée par le nerf vague qui nous a occupé aujourd'hui et qui semble avoir ici un rôle moteur prédominant en augmentant le tonus du sphincter inférieur de l'œsophage et le péristaltisme œsophagien gastrique. Donc juste un rappel anatomique, il s'agit d'un système sphinctérien et pas d'un sphincter habituel. Le sphincter inférieur de l'œsophage est situé au niveau de la jonction œsogastrique. Histologiquement, il correspond à un épaississement pseudo-sphinctériel annulaire de la paroi musculaire et il traverse le diaphragme à travers le hiatus œsophagien, délimité par les piliers musculaires diaphragmatiques avec un système d'amarrage entre les deux structures en regard des vertèbres T10 à T12. Alors, la compréhension de l'innervation était importante pour poser le rationnel du choix des points qu'on a fait. Donc, l'innervation parasympathique, comme j'ai déjà dit, a un rôle moteur prédominant ici. Il y a bien sûr une innervation sympathique à partir des ganglions T6 à T9, qui semble avoir un rôle plus viscérosensible. L'ensemble est anatomiquement intimement lié au plexus solaire, qui est le curseur principal thoraco-abdominal qui équilibre les deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Et puis le diaphragme est innervé par les nerfs phréniques issus des racines spinales C3 à C5. Alors cette diapositive pour illustrer deux choses, la physiopathologie finalement multifactorielle du reflux, et puis notez tout de suite qu'il y a une grande variation interindividuelle de la perception du reflux, avec des patients qui peuvent développer des complications sans symptomatologie ou avec une symptomatologie tout à fait minime, et puis des patients qui vont avoir des examens normaux et qui vont avoir une altération importante de leur qualité de vie qui est liée à la présence du pyrosis et pas à la présence d'une œsophagite. Alors, il y a deux facteurs essentiels, donc l'agresseur acide qui est responsable des lésions d'œsophagite, mais également la défaillance du système anti-reflux. On sait maintenant qu'elle est liée essentiellement à la survenue de relaxations transitoires du sphincter inférieur de l'œsophage. Ces relaxations sont favorisées par exemple par les troubles de la vidange gastrique qui vont étirer les mécanorécepteurs au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. La hernie hiatale aussi est un facteur bien connu favorisant le reflux parce qu'elle dissocie le SIO du diaphragme. Donc, tout ça pour montrer que finalement, les médicaments qu'on utilise visent essentiellement l'agresseur acide, mais qu'on a potentiellement d'autres cibles, notamment en essayant de jouer sur la motricité gastrique et œsophagienne, via peut-être l'innervation végétative, ce qui a priori est accessible à l'auriculothérapie. Alors, classiquement, la prise en charge du reflux a trois objectifs. D'une part, la cicatrisation des lésions d'œsophagite. C'est relativement simple avec les médicaments dont on dispose aujourd'hui, mais également la prévention des récidives et le contrôle des symptômes. Donc, cette diapositive, simplement, je vous ai mis le diagramme décisionnel du reflux chez l'adulte. On ne va pas le détailler, mais simplement remarquer que, globalement, on passe toujours tôt ou tard par la case endoscopie, soit d'emblée quand il y a des signes d'alarme, soit une fois qu'il y a une récidive des symptômes ou un échec des traitements, et que finalement aussi, on finit pratiquement toujours par la case IPP. Donc ces IPP sont puissants, permettent effectivement une cicatrisation des lésions d'œsophagite,
Ils ont également un effet antisécrétoire prolongé, mais ils ont peut-être aussi des risques quand on les prend au long cours. Alors pour ce qui est de la cicatrisation des lésions, c'est évidemment non discutable, il s'agit des IPP. Après, pour la prévention des récidives, on a les mesures hygiéno-diététiques classiques qui sont faciles à dire mais pas toujours faciles à faire et puis parfois insuffisantes. Alors pour les reflueurs occasionnels, les topiques antiacides, les alginates vont suffire, mais pour les reflueurs fréquents, on va de nouveau se diriger vers les IPP. Donc, un petit peu ce que je viens de dire. Pourquoi l'auriculothérapie? Finalement, ces reflueurs fréquents, c'est quand même 4 millions de personnes en France qui ont une réelle altération de la qualité de vie. Quand on se réveille 3 ou 4 fois dans la nuit parce qu'on a des reflux, c'est quand même gênant. Les IPP coûtent cher. Ils sont utilisés, c'est le 4e poste de dépense quand même pour l'assurance maladie. Et puis, on a quand même un problème avec le profil de sécurité d'utilisation à long terme des IPP qui pose question aujourd'hui avec cette modification à long terme de la physiologie digestive qui risque également de modifier le microbiote, la composition du microbiote. Et on sait qu'il y a des augmentations de risque de colite à Clostridium, également des augmentations de pneumopathie communautaire, des risques fracturaires augmentés, des carences, éventuellement des carences vitaminiques, et puis peut-être aussi des néphrites interstitielles. Donc, on a vu sur la diapositive concernant la physiopathologie que l'auriculothérapie, a priori, peut permettre d'autres cibles d'action. Et je passe la parole à Fabienne pour vous présenter notre travail. Voilà, donc on a mené une étude sur une durée de 4 mois. C'est une étude qui est prospective, qui n'était pas randomisée, qui était essentiellement descriptive. Le but, c'était d'évaluer l'efficacité en termes de qualité de vie chez les patients reflueurs et une modification de leur consommation médicamenteuse. Donc les patients inclus, c'était des patients qui avaient été vus en consultation de gastro-entérologie, soit par le docteur Lotte, soit par un de ses confrères, chez qui l'indication de gastroscopie était posée et chez qui la gastroscopie s'avérait soit normale, soit présentant une œsophagite stade 1 qui ne nécessite pas de traitement formel par IPP. Donc les patients qui étaient inclus, après la gastroscopie, soit en salle de réveil, soit dans le service, avaient une séance d'auriculothérapie, soit par Muriel, soit par moi-même. Et notre technique, c'était la cryothérapie. Les 2 critères que l'on a évalués, c'est la qualité de vie et la consommation médicamenteuse 1 mois après la première séance d'auriculothérapie. Je reviens donc sur le premier critère, qui est la qualité de vie. Effectivement, les patients reflueurs ont souvent une altération importante de la qualité de vie. On a décidé de l'évaluer d'après un questionnaire qui s'appelle le RQS. C'est un questionnaire simplifié à 8 items qui est issu d'un questionnaire plus complexe comportant 32 items. Voilà, je vous présente juste le questionnaire qui permet d'évaluer l'incidence de reflux dans la vie quotidienne des patients. Par exemple, est-ce que vos reflux vous causent des soucis? Est-ce que ça vous met de mauvaise humeur, etc. Les patients devaient répondre soit par pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, énormément. Donc c'est un questionnaire qualitatif. Ils le remplissaient le jour de la séance d'auriculothérapie et on leur demandait de le remplir 1 mois après. Le score varie de 0 à 32 et est inversement proportionnel à la gêne engendrée. Ensuite, les questions que leur posait concernaient le traitement médicamenteux. On leur demandait s'ils avaient poursuivi, arrêté ou diminué leur consommation d'IPP. Enfin, le questionnaire finissait par 2 questions concernant la tolérance et la satisfaction des patients. Voilà, donc je vais vous présenter le protocole d'auriculothérapie que l'on a choisi d'après la physiopathologie, d'après l'innervation du tube digestif et puis d'après la formation d'auriculothérapie qu'on a eue pendant le DU. Donc on commence par l'oreille gauche et comme on l'a vu, on fait d'abord le point O qui est un point à double coloration. Endodermique, c'est le point maître des viscères digestifs et ectodermique puisque c'est le curseur principal du système sympathique parasympathique thoraco-abdominal et on a vu qu'il avait une action vagotonique majeure. Ensuite, on faisait le point cardia
qui correspond au sphincter inférieur de l'œsophage. Parfois, on a associé le point estomac chez des patients qui présentaient une dyspepsie associée. Ensuite, on faisait le point dysmoteur, qui est impliqué dans le péristaltisme œsogastrique, et puis le point diaphragme, qui est également un point moteur et qui fait partie du système sphinctériel du bas œsophage. Ensuite, sur l'oreille droite, on faisait 2 points, le point dysmoteur et puis le point diaphragme. Voilà. Je vais vous montrer quelques vidéos. Enfin, d'abord, voilà les points. Alors, le point haut, le point cardia et éventuellement le point estomac. Sur les faces postérieures, le point dysmoteur et le point diaphragme. Voilà. Donc là, la première vidéo, pour montrer qu'on repère les points, donc là avec le stimulateur. Ah, je peux pas, pardon. Voilà. Et après, je change. Voilà, donc là, c'était juste pour montrer le stimulateur. Là, maintenant, je vous montre le traitement donc, par cryothérapie. Voilà. Vous allez, alors, quand je vais vous le demander, vous allez inspirer. Et ensuite, moi, je fais le point à ce moment-là. Il ne faut pas bouger. Hein, d'accord? Allez-y, monsieur, inspirez. Voilà. On voit le point, comme on nous a appris, qui est aspiré. Ensuite, le point cardia. Allez-y, monsieur, inspirez. Voilà. Donc là, le point dysmoteur. Donc la première diapositive va vous montrer le repérage. Là, on faisait essentiellement un repérage anatomique avec le palpateur. Donc jusqu'au point de synthèse, et puis on remonte dans une petite fossette. Là, la même chose pour le traitement. On voit le traitement. Allez-y, inspirez. Enfin, le point diaphragme qui est le transpoint du point haut. Sensible ici. Voilà. Donc, on sait que chez les patients reflueurs, il y a souvent un terrain d'anxiété associé. De fait, chez certains patients, on a fait des points complémentaires, soit la triade relax, soit juste le point cosmonaute, soit une détente neurovégétative. Voilà, les résultats. Donc, sur ces 4 mois, on a pu inclure 35 patients. On a 5 perdus de vue. L'âge moyen était de 47 ans. On a 23 femmes et 12 hommes. Donc, le premier critère d'évaluation, c'était la qualité de vie. Alors, on se rend compte que, d'après le RQS, on passe d'un score de 17 à 24. Et je vous rappelle que plus le score est haut, moins la gêne est importante. Donc, il ne s'agit pas d'une analyse statistiquement significative, mais on voit quand même une tendance à l'amélioration. Je vous avais dit que les patients certains patients avaient bénéficié d'un traitement de l'anxiété, soit par une triade relax ou cosmonaute ou détente neurovégétative, et on aurait pu penser que c'était le simple traitement de l'anxiété qui a amélioré les patients. En pratique, si on analyse les sous-groupes, on voit que chez les patients qui ont eu la triade relax, on a une amélioration de notre score qui passe de 18 à 25, mais chez les patients qui ont eu simplement le traitement du reflux, on a également une amélioration puisqu'on passe de 12 à 23. De 17 à 23. Voilà. Le deuxième critère, c'était la consommation médicamenteuse. Et sur ce camembert, on se rend compte que 2/3 des patients ont soit arrêté les IPP, soit ont diminué de demi-dose, soit ne les ont pris qu'à la demande. Et voilà, on a 10 patients qui ont poursuivi leur traitement de façon identique. Voilà. Donc, c'était une étude qui est vraiment descriptive. On ne peut pas en tirer d'analyse statistique. Il n'y a pas assez de puissance. Cependant, on note une tendance quand même en faveur de l'auriculothérapie dans la prise en charge du reflux. Par ailleurs, les patients, sur les questions subsidiaires, disaient qu'ils étaient satisfaits et on n'a pas noté d'effets secondaires particuliers. Je vais repasser la parole à Muriel pour la conclusion.
Donc, on peut discuter, comme l'a dit Fabienne, le nombre de patients inclus qui reste faible. L'information qui leur a été donnée n'était pas uniforme puisque certains patients avaient une information avant la séance en consultation, quand c'était mes patients à moi. Quand c'était les patients de mes confrères, on leur donnait l'information juste avant la gastroscopie. Le recueil des données peut aussi porter à discussion. D'une part, le questionnaire n'est finalement pas très didactique. Et puis, le retour du deuxième questionnaire n'a pas été systématisé. Certains patients nous l'ont renvoyé par mail. Pour d'autres, on les a appelés au téléphone et on l'a rempli ensemble. Donc, on peut peut-être penser qu'il y a certains, en tout cas, ont voulu nous faire plaisir, c'est possible. Au niveau de la prise médicamenteuse, tous les patients étaient informés après la gastroscopie et après la séance d'auriculothérapie qu'ils pouvaient arrêter leur traitement, IPP notamment, au vu des résultats de la gastroscopie. Mais on leur a aussi à tous donné une ordonnance qui leur permettait de prendre ces médicaments au moins à la demande. Ils en avaient suffisamment pour en prendre tous les jours si c'était nécessaire pour eux tous les jours. Et on s'est rendu compte que finalement les patients étaient un peu réticents à l'idée d'arrêter les traitements et qu'en tant que médecin, ce n'était pas non plus très facile de dire vous pouvez arrêter et on verra ce qui va se passer. Alors, au niveau du protocole, on a choisi un protocole qui limitait le nombre de points, qui était reproductible, toujours selon la même technique. Bon, les points sont discutables, hein, comme toujours, mais ce qui est plus discutable, c'est qu'on n'a fait qu'une seule séance et qu'on a évalué le résultat au bout d'un mois. Et on sait qu'en auriculo, on a tendance à dire que c'est pas mal de faire 3 séances à 1 mois d'intervalle avant d'évaluer les résultats. Donc, en conclusion, malgré toutes ces limites, comme l'a dit Fabienne, notre travail suggère en tout cas un intérêt de l'auriculothérapie chez ces patients qui souffrent de symptômes et qui ont bénéficié d'une amélioration du score de qualité de vie, une très bonne tolérance et qui ont, dans notre population en tout cas, pu réduire ou arrêter les médicaments dans 70% des cas. Bien sûr, on ne peut tirer aucune conclusion statistique et il faudrait, comme toujours, confirmer ça par une étude contrôlée. Et ce qui nous a paru intéressant aussi à noter en conclusion, c'est que, en plus de cette amélioration occasionnée, l'auriculothérapie est souvent accueillie avec un grand enthousiasme par ces patients. Et finalement, ça ne prend pas énormément de temps et ça peut assez facilement trouver sa place en complément de la prise en charge classique. On a laissé le mot de la fin à un patient qui nous a envoyé ce mail qui nous a fait plaisir et qui résume assez bien ce que je viens de vous dire. Je vous remercie. Un grand merci Muriel et Fabienne de ce beau travail qu'il faut bien sûr poursuivre.